Bienvenue tout le monde. Quel plaisir de vous accueillir à la nouvelle édition de Notre Côté. Ici, c'est Adam Cook qui vous parle. Pour cette émission, je parle avec Josette Marchand, la directrice du Centre L'Apicace chez Petit de Gras. Et je parlais à Josette Marchand au sujet des signes bilingues ici à Comté-Richemont. Mais nous commencerons cette édition de Notre Côté avec un résumé des règlements de COVID-19 et les règlements qui vont disparaître le 21 mars. Maintenant, nous sommes dans la deuxième phase de réouvrir Nouvelle-Écosse. Voici un résumé des règlements qui poursuivent maintenant. Voici les règlements pour la deuxième phase pour le plan d'ouverture de la Nouvelle-Écosse qui poursuit jusqu'à lundi le 21 mars. Les rassemblements informels seront limités à 25 personnes du même ménage ou d'un groupe social à 3 à l'intérieur et 50 personnes à l'extérieur. Les rassemblements officiels organisés par une entreprise ou un organisme reconnu seront limités à 75% de la capacité de la salle en respectant les consignes d'éloignement physique dans la mesure du possible. Ces rassemblements incluent les activités spéciales, les sports, les réceptions, les performances, les présentations de films, les réunions, les formations, les mariages, les funérailles et les rassemblements religieux. Les grandes salles peuvent fonctionner à 75% de leur capacité jusqu'à concurrence de 5000 personnes en respectant les consignes d'éloignement physique dans la mesure du possible. Voici les règlements pour les entreprises. Les établissements détenteurs d'un permis d'alcool, les restaurants et les casinos peuvent reprendre leurs heures régulières et fonctionner à 75% de leur capacité en respectant les consignes d'éloignement physique dans la mesure du possible. Les établissements qui exploitent des appareils de loterie vidéo ou ALV ou en anglais VLT peuvent continuer de fonctionner en assurant une distance de 2 mètres entre les personnes qui utilisent les machines. Les établissements de consignement physique et de loisirs et les entreprises de loisirs peuvent fonctionner à 75% de leur capacité en respectant les consignes d'éloignement physique dans la mesure du possible. Les établissements de services personnels comme les salons de coiffure, les barbiers, les spas, les salons du manicure et les établissements d'art corporel peuvent fonctionner au maximum de leur capacité en respectant les consignes d'éloignement physique dans la mesure du possible. Les services qui exigent que le client enlève son masque peuvent être offerts. Les commerces de détail et les centres commerciaux peuvent fonctionner au maximum de leur capacité, clients et personnel, en respectant les consignes d'éloignement physique. Dans le domaine du sport, les entraînements, les matchs, les compétitions et les tournois sont permis avec un maximum de 60 participants, y compris les joueurs et les arbitres. Les spectateurs sont permis en respectant les restrictions imposées au rassemblement officiel. Dans le domaine des arts de la scène, les répétitions, les performances et les compétitions sont permises avec un maximum de 60 participants, y compris les artistes et l'équipe. Les spectateurs sont permis en respectant les restrictions imposées au rassemblement officiel. Les bibliothèques et les musées peuvent fonctionner au maximum de leur capacité en respectant les consignes d'éloignement physique. Le port du masque est toujours exigé dans les lieux publics intérieurs. Les gens peuvent baisser ou enlever leur masque pour manger et boire ou pour pratiquer une activité physique qui est difficile avec un masque. Les gens peuvent aussi baisser leur masque pour manger ou boire pendant un match sportif, un film, un concert ou autre événement. Pendant la deuxième phase, les personnes qui obtiennent un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 doivent toujours s'isoler, mais ils ne sont pas tenus d'aviser leurs contacts étroits à l'extérieur de leur ménage. En ce qui est trait aux établissements de soins actifs et de soins de longue durée, les restrictions imposées aux visiteurs et autres seront déterminées en fonction des processus de contrôle des infections et de santé au travail de chaque établissement. En ce qui est trait aux écoles publiques, les restrictions actuelles resteront en place jusqu'à la fin de la semaine de relâche. La troisième phase débutera le 21 mars. Toutes les restrictions provinciales seront éliminées, y compris dans les écoles.
Savez-vous que cette année est le 25e anniversaire du Centre Lapicas chez Petit-de-Gras? Josette Marchand est la directrice du Centre Lapicas et elle me rejoint d'ici au studio de télévision communautaire Tel-Il pour parler au sujet des nouvelles activités chez Centre Lapicas, mais aussi au sujet des signes bilingues qui pourraient arriver ici à Comté-Richemont pendant les semaines prochaines. Voici notre conversation avec Josette Marchand maintenant. Et c'est un grand plaisir d'accueillir encore chez notre côté la directrice du Centre Lapicas chez Petit-de-Gras, c'est Josette Marchand. Josette, bienvenue encore à notre côté. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de parler et on voudrait parler aujourd'hui au sujet des signes bilingues ici à Comté-Richemont. Et il y a quelques semaines, le 28 février, que la municipalité de Comté-Richemont avait eu son rencontre régulière. Et pendant cette rencontre, la directrice du Comté-Richemont, Amanda Mumbercat, disait que vous avez impliqué dans les conversations pour ajouter les signes bilingues ici à Comté-Richemont. Pourriez-vous nous donner une histoire de ces conversations et disait aussi pourquoi vous avez impliqué dans ces conversations de les signes bilingues? Entre le mois de juillet et le mois de septembre 2021, la municipalité du comté de Richemont et les conseillers avaient décidé d'envoyer une lettre d'appui au ministre aux Affaires acadiennes pour lui laisser savoir que la municipalité était intéressée de rentrer dans le projet. Au mois de janvier, notre président Yvan Sanson est allé à une réunion de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse en sachant que la municipalité avait publiquement donné son appui pour les panneaux routiers, avait demandé si que le projet a été accepté. Pendant la réunion, on a su que il y a eu un manque de communication entre le bureau du ministère aux Affaires acadiennes et la municipalité. Ça fait que j'ai contacté la préfète juste pour lui laisser savoir qu'il y a eu un manque à quelque part. Et puis, je lui ai demandé si c'était correct ou si qu'elle accepterait que je fasse quelques appels juste pour voir où est-ce que la demande était rendue. Donc, on a travaillé ensemble et on a déterminé qu'il fallait faire une demande officielle de la part de la communauté, donc de la PICAS, pour avoir des panneaux routiers. Et puis c'est là où est-ce qu'on a commencé le processus ensemble. La municipalité a renvoyé une lettre d'appui et puis nous autres, on a rempli un formulaire, 4 questions pour déterminer le besoin d'avoir des panneaux routiers bilingues dans le comté. Vous avez parlé des manques de communication et la directrice Amanda Mumbercat disait à sa rencontre régulière du conseil que vous avez eu la peur que le progrès de donner les signes bilingues ici à Comté-Richemont n'est pas plus vite ou si vite comme les autres communautés acadiennes comme Clare puis Argyle. Est-ce que c'est vrai? Oui, ben on savait que Clare et Argyle avaient reçu leur approbation et nous autres, comme que la lettre a été envoyée au mois de juillet, on se posait la question pourquoi est-ce que nous autres, on n'avait pas eu. Mais la lettre a été envoyée en même temps que l'élection provinciale. Donc, la ministre a changé son poste et on a eu un nouveau ministre. Donc, je crois vraiment que la lettre s'est perdue en ce temps-là. Et puis, ça fait qu'on a travaillé ensemble, on a regardé aux besoins, qu'est-ce que ça pourrait emporter à la communauté et au comté de Richemont et quel avantage qu'on pourrait avoir comme communauté d'avoir des panneaux routiers bilingues. Vous parlez de changement de gouvernement et changement de ministre. Je voudrais poser une question. C'est le nouveau ministre Colton LeBlanc, qui est le député d'Argyle, qui était maintenant le ministre du Bureau des Affaires acadiennes. Oui. Comme la directrice du Centre Lapicas, quand même que quelqu'un qui voudrait les signes bilingues ici à Comté-Richemont,
Comment trouvez-vous les communications entre votre bureau et le bureau des Affaires des Acadiennes? Comment est le ministre Leblanc pour donner ces conversations à vous autres? Très bonne actuellement. On a beaucoup d'appui du bureau et puis leur directeur général, M. Mark Bannerman, est très, très bon et efficace et répond toujours aux appels. Donc, on a une bonne relation. C'est juste que la lettre magique a comme disparu dans l'air du temps et il faudra juste resoumettre la demande à la province. OK, bien. Retournez au sujet des signes bilingues. La directrice du comté, Amanda Mumberket, a dit le 28 février qu'elle va parler avec vous encore à ce sujet. Est-ce que ces conversations ont poursuivi? Oui, la seule question, on savait qu'on avait eu le projet puis que ça avait été accepté par l'Office des Affaires acadiennes et le gouvernement. Mais la seule question qu'on avait, c'est poser des questions aux conseillers et aux conseillères pour savoir qui aurait voulu avoir accepté d'avoir les panneaux routiers bilingues dans leur communauté. On savait fort probable que l'île Madame serait reconnue comme région acadienne, mais on est ébloui, vraiment, vraiment content que tous les conseillers ont accepté d'avoir ce projet ici dans leur communauté. Et puis, on trouve ça très important pour la communauté que ça s'est fait comme ça. Quand tu parles des autres conseillers autour du comté Richmond, je voudrais poser la question, où doit-on placer les signes bilingues? Il y a des signes bilingues au Mi'kmaq, chez la Première Nation de Bas-de-Leduc. On a des signes bilingues à quelques communautés en gaélique et anglais. Mais est-ce que c'est seulement Île-Madame qu'on plaçait les signes bilingues, les arrêts de stop? Non, ce sera à travers de toutes les communautés du comté de Richmond, à part des bilingues, les panneaux routiers bilingues en Mi'kmaq et anglais. Et s'il y en a quelques-uns qui sont gaéliques et anglais, surtout, on ne va pas changer dans ces communautés-là. Mais le reste des communautés, ce seront des panneaux routiers bilingues pour la plupart. Êtes-vous surprise personnellement qu'il y prend si longtemps pour parler au sujet des signes bilingues ici à Île-Madame et autour du comté Richmond? Non. Dans les années 80-90, il y a eu un grand projet pour parler de l'importance des panneaux routiers bilingues. Et pour la plupart, on a eu du succès à mettre des panneaux routiers bilingues un peu partout, surtout sur l'île et puis ailleurs dans des communautés acadiennes, des ruelles sans chemin, tel ou tel road. Donc, Oui. ça a été bon pour afficher le caractère acadien dans les régions acadiennes. Je suis encouragée que ce programme ici vient d'un projet de civisme dans le comté de Clare. Donc, c'est des jeunes qui ont apporté ce projet-là au ministre. Et puis, ça s'est répandu à travers des communautés acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Donc, on est les troisièmes à recevoir à bénéficier de leur travail. Donc, je suis encouragée et contente de l'évolution des panneaux. Bien sûr. Et il faut qu'on dise pour les gens qui voient notre conversation maintenant que ces signes bilingues arriveront avec aucun prix pour les municipalités ou pour les communautés locales. C'est ça. Aucun prix. Et puis, ça va juste être un transfert des stop signs existants à stop arrêt. Et puis, on prévoit que le travail va se passer dans le printemps, c'est super. J'espère qu'on va voir les arrêts de stop pour beaucoup des communautés d'Île-Madame et de Comté-Richmond, bien sûr, en quelques semaines et quelques mois. Oui. On voudrait vous parler aujourd'hui. Vous êtes la directrice du Centre La Picasse et il y en a
beaucoup longtemps que le centre La Picasse avoir les activités et l'horaire complet qu'on voit maintenant. Le COVID-19 a fait beaucoup de difficultés pour vous autres pendant les 2 dernières années. Pouvez-vous nous décrire l'atmosphère à Centre La Picasse aujourd'hui quand vous et vos coéquipiers donner l'attention avec les nouvelles activités et inviter les gens locaux de revisiter La Picasse? On prévoit de rentrer cet été avec beaucoup d'espoir. Nos activités pour les rendez-vous, le mois de mars, c'est le mois des rendez-vous de la francophonie. Et puis, on a commencé à ouvrir nos activités. On a quand même eu des activités pendant les 2 dernières années, mais on voit avec beaucoup plus d'espoir qu'on pourra encore plus ouvrir nos activités, avoir plus d'activités sur place et moins virtuellement. Le mois de mars, jusqu'à date, on a eu un dîner pour Mardi Gras. On a vu 75 personnes. On a eu une activité pour la Journée internationale de la femme qui était organisée par l'Association des femmes acadiennes de Richmond. Ils ont vu une soixantaine de femmes pour la marche et des sessions et un dîner. On a des activités qui se passent pendant le mois de mars. On est encouragé par cette année. Dans la communauté, on va fêter pas mal d'anniversaires assez importants et puis on espère fêter cet été. Vous parlez des anniversaires dans cette année 2022. Est-ce que vous pouvez me donner quelques détails de ces anniversaires et les activités qui vont avec ces anniversaires à La Picasse? On prévoit faire un grand dévoilement des activités. On espère que ça va se passer. Il faudra réserver la date du 24 avril au Centre La Picasse. On va avoir un dévoilement des activités estivales pendant l'été pour fêter le 25e anniversaire de La Picasse. Ça fait déjà 25 ans, on est en existence au mois de juillet. Et puis le 50e anniversaire du Festival acadien, aussi le 75e anniversaire des Red Caps et le 50e anniversaire du Centre d'action sociale du Petites-Anses. Donc, c'est des anniversaires assez importants et on est vraiment content que pendant 2022, qu'on on espère sortir de cette pandémie où est-ce qu'on pourra fêter et on va essayer de faire le thème rendez-vous chez nous et puis toute affaire avec des familles qui retournent et puis que nous autres aussi, on retourne à la normale, ensemble, en communauté, chez nous. Et pendant cette année des anniversaires, cette année des célébrations, ça commence avec le 21 mars, les règlements de COVID-19 disparus ici à Nouvelle-Écosse. Oui. Vous et votre équipe à Centre La Picasse a fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de défis pendant les 2 dernières années. Quel souffert est-ce que le dénouement des règlements de COVID-19 fait pour votre cœur et pour vous quand même quand on verra le 21 mars? Pour nous autres, on va prendre l'ouverture le 21 assez tranquillement et avec prudence, comme tout autre organisme, mais on est content d'être capable de organiser des activités où est-ce qu'on peut accueillir plus de monde dans la salle, qu'on va continuer à le faire en assurant une sécurité. Donc, il y a des choses qui ne vont pas disparaître à l'intérieur du centre, comme on va probablement agir avec un peu plus de distanciation. Pour commencer, on va aller tranquillement dans ça. Mais on rentre encore, puis je sais qu'on est en train de dire beaucoup pendant l'entrevue, c'est qu'avec un espoir, avec l'espérance que
on peut retourner où est-ce qu'on peut rassembler la communauté, puis que tout le monde de la communauté puisse y participer pleinement. On est certain qu'on va avoir des théâtres, des spectacles le 17 mars. C'est avant le 21, mais le 17 mars, on va accueillir Claude Cormier et des musiciens de Suroît à la Picasse. On va voir des activités de peinture et une danse carrée le 24, donc familiale. Ça fait peut-être avec des ajustements, mais on va quand même être au retour de danser ensemble et de chanter ensemble et de réjouir. Donc, on va aller tranquillement, mais avec beaucoup d'espoir que ça va revenir à un vrai rendez-vous chez nous. Il semble que vous aurez une nouvelle énergie chez Centre La Picasse pour le 25e anniversaire. Oui, et on prévoit faire 25 activités pour fêter le 25e anniversaire. Donc, le dévoilement sera le 24 et puis on va parler de toutes les activités pour le festival et les recaps et la communauté. Et à l'intérieur de la bannière des rendez-vous chez nous, on aura aussi la paroisse du Petit-Dégras qui fête pas nécessairement un anniversaire, mais qui va fêter quand même l'ouverture et d'accueillir le monde chez nous. Nous venons de parler de beaucoup de choses, comme j'ai pensé que vous parlez de beaucoup de choses aujourd'hui. Josette, il y en a quelques autres que tu voudrais dire? En ce qui concerne la Picasse, on est ouvert et on a encore les services à l'intérieur de la Picasse, comme la bibliothèque, et juste pour laisser savoir au monde qu'on a les tests pour COVID aussi. On n'est quand même pas sorti de ça. Donc, ils sont disponibles au Centre La Picasse à l'entrée de le foyer. Et puis, on est juste vraiment reconnaissant de la municipalité du comté de Richmond et ses conseillers d'avoir pris l'initiative de faire le pas initial pour les enseignes routiers. On aimerait juste dire merci du fond du cœur au nom des Acadiens et des francophones. Je crois que ça va apporter beaucoup plus de belles initiatives dans le côté dans le futur. Et pour nous ici, Télévision communautaire de Tel-Île, nous donnons les meilleurs souhaits pour vous et vos coéquipiers à La Picasse. Et félicitations, pas seulement pour la 25e année, mais aussi pour les changements des règlements le 21 mars et pour le premier de beaucoup d'énergie chez Centre La Picasse. Et merci beaucoup, Josette, pour me donner quelques minutes ici à notre côté aujourd'hui. Merci à toi. Eh bien, nous avons arrivé à la fin de cette édition de Notre Côté. Merci beaucoup à mon invité cette semaine, Josette Marchand, et un grand merci à Nick Boudreau et Becky Boroneau de Télévision communautaire de Tel-Île pour leur assistance au studio. Si vous avez les commentaires au sujet de cette édition de Notre Côté, ou bien sûr les idées ou les suggestions pour les prochaines éditions, je voudrais bien les recevoir. Vous pouvez me téléphoner, le numéro est 902-625-8863. Et vous pouvez donner un appel chez l'Internet. Mon adresse électronique, c'est adamjrcook, cook avec un E, @gmail.com. Vous pouvez donner les appels chez la télévision communautaire de Tel-Île lui-même. Le numéro pour Tel-Île chez Erichat, c'est 902-226-1928. Et la meilleure adresse électronique pour utiliser, c'est telil@telil.tv. N'oubliez pas de suivre Tel-Île chez les réseaux de les médias sociaux. Vous pourrez trouver les pages de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, et notre réseau de YouTube de Télévision communautaire Tel-Île à chaque édition de Notre Côté, avec cette édition lui-même, et bien sûr les éditions de notre autre programme qui s'appelle Tel-Île 24/7, Tel-Île 24/7 et Roundtable. Donc, c'est Adam Cook qui vous parle. Merci beaucoup de me rejoindre cette semaine pour Notre Côté.